On va commencer par le début, évidemment, puisque cette partie-ci va être consacrée cette fois à la fonctionnalité Q&A, donc Question and Answer, réponse en bon français. Donc, tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne savent pas. Je suis Isabelle Van Campenot. Comme mon nom vous l'indique sûrement, je ne suis pas française, je viens de Belgique et donc cet appel se fait à partir de Bruxelles. Voilà. Donc je suis SQL Server MVP également. Donc je travaille depuis un moment sur SQL Server et habituellement je présente avec mon partenaire in crime, comme on dit, Serge Lucas, avec qui j'ai fondé ShareQL. Voilà, donc ça c'est pour les politesses, si je puis dire. On va passer tout de suite au vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une fonctionnalité bien particulière de la Power BI qui est Q&A. Et au niveau de l'agenda, ça va être très très simple. Ça va se diviser d'une part dans de la consommation, donc on va voir comment l'utiliser. Et puis dans la deuxième partie, on verra tout l'aspect modélisation qui va justement permettre aux gens de pouvoir utiliser Q&A. Alors, le principe de Q&A dans la Power BI, quelque chose qui se passe dans le cloud. Donc, pour les personnes qui étaient présentes lors du webcast précédent de Jean-Pierre, il s'agit bien de quelque chose ici qui se passe au niveau du cloud. En fait, le Q&A, ça va être vraiment la possibilité de pouvoir offrir à notre utilisateur un moteur dans lequel ils vont poser les questions sur les données et les poser de la façon la plus naturelle possible. Si on regarde un petit peu l'évolution de la BI et de l'exploitation des données, on sait bien que le dialogue habituel qu'il y a entre les utilisateurs et les services informatiques, c'est d'obtenir des rapports sur les données et d'avoir exactement ce qu'on souhaite visualiser. Alors, dans l'aspect Power BI, dans l'aspect Self BI, le Q&A, vous allez voir, est extrêmement intéressant puisqu'il va donner une grande marge de manœuvre aux utilisateurs et qui va leur donner d'indépendance. Alors, je vous propose de tout de suite rentrer aussi dans le vif du sujet et de voir, on va se mettre dans la peau d'utilisateur et on va aller un petit peu interroger nos données. Donc, pour ça, je vais rendre sur mon site Power BI. Donc, ici, je vais remonter. Contexte. Le site sur lequel je me trouve est un site 365 et je me trouve dans l'app Power BI. Je vais avoir la possibilité de poser des questions et de faire des recherches sur tous les modèles de données qui auront été publiés dans mon tenant Office 365 au niveau de la Power BI. Alors, on verra un peu plus tard dans la présentation comment ça se met en place. Démarrons tout de suite avec une petite recherche. Concernant les données avec lesquelles nous allons travailler aujourd'hui, vous pouvez constater que sur le site, j'ai beaucoup de jolies choses avec de belles photos. Personnellement, j'aime bien expliquer les choses avec des pommes et des poires. Donc, on va s'amuser à travailler sur les données d'un pique-nique, qui sont la 8e itération d'un modèle qui a été donné il y a bien longtemps lors des premières versions de Power Pivot. Alors, je vais commencer par poser une question ici. J'aimerais avoir des informations, par exemple, sur les bananes. Et donc, je lui demande, montre-moi les bananes. Alors ici, je suis encore dans un mode anglais, mon tenant est en anglais, donc vous me ferez grâce, mais vous voyez que je lui pose quand même la question de façon assez naturelle. Et effectivement, il me répond ici en me renvoyant une information, ben voilà, la banane est un fruit, c'est de la nourriture, elle est jaune et on la consomme telle qu'elle. Donc c'est une information qui est trouvée dans mon modèle de données. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'ai tapé cette requête, lui, il l'a traduite en dessous,
par quelque chose. Et en plus, si je clique ici sur le substantif, le mot banane, il va me proposer d'autres variantes. Tiens, c'est vrai, je pourrais m'intéresser au café. Finalement, le café est plus intéressant, est peut-être plus intéressant à regarder parce qu'après tout, on utilise pas mal le café dans notre travail. Et donc ici, je vais lui dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce que j'ai consommé comme quantité de café? Ah, et vous voyez que automatiquement, comme par magie, bah, il m'a créé un rapport où je vois l'évolution de ma consommation de café. Donc là, clairement, il semblerait qu'au mois de janvier, j'ai été pas mal sous pression. Alors, si on regarde un petit peu à droite, on va se rendre compte, en fait, qu'on a la possibilité d'aller plus loin. Parce que j'ai obtenu une ligne ici, c'est pas mal, mais je voudrais peut-être quand même avoir une autre forme de rapport. Alors, plutôt que de commencer un projet avec une équipe informatique pour obtenir le rapport tip-top comme vous pouvez l'avoir, je vais lui dire, ben voilà, montre-moi ça par mois, il me change, c'est pas mal. Et puis, je pourrais encore lui dire, bah, je préférerais avoir un paille, un camembert pour afficher cette information. Donc, j'ai la possibilité de jouer, si je le souhaite, moi-même sur le type de rapport que je vais obtenir. D'ailleurs, finalement, est-ce que je consomme plus de café ou plus de thé? Hop, il va me donner également l'information. Alors, ce qui est chouette, c'est que soit je peux jouer ici en posant mes questions, et le moteur sémantique qui est derrière va se charger d'essayer de répondre le possible, soit je peux continuer à travailler, si je le souhaite, et ça c'est chouette, à travailler à moi-même le rapport. Donc j'ai un point de départ, et puis je vais lui dire, bah, tout compte fait, tu vas me filtrer ça, je n'ai pas envie d'avoir tous les mois, je voudrais comparer simplement décembre, février et janvier. Voilà. J'ai aussi la possibilité de dire que je souhaite avoir un petit peu plus d'informations et que donc je veux voir la quantité de café qui a été consommée et de thé, mais peut-être aussi la quantité qui avait été servie et pouvoir comparer donc ces deux informations. Donc là, on voit l'utilisateur, Madame Michu, comme dirait Jean-Pierre, mais bon, je ne sais pas, j'aime pas beaucoup associer ce nom à mes présentations, n'est-ce pas, a la possibilité comme ça de commencer à jouer de façon très simple, très naturelle, avec les données qui sont présentes qui ont été publiés, les modèles qui ont été publiés dans la Power BI. Alors, il y a moyen d'arriver à des choses assez jolies. Hein. Je peux aussi lui demander, par exemple, ceci. Je voudrais, voilà. Ah, bah tiens, je voudrais que tu me donnes la nourriture dans chaque pays et vous verrez que dès qu'il va détecter une information de type géographique, il va pousser le vice à afficher un rapport de type géographique. Alors, si on regarde attentivement, on verra ici en dessous qu'il est capable de se rendre compte qu'en fait, je lui demande la nourriture par distribution. En fait, il va interroger le modèle et il a une notion de ce qu'un fournisseur fait. Il a une notion de ce qu'est un pays et du fait qu'il va devoir l'afficher correctement. Après, de nouveau, on a toujours la possibilité d'enrichir ce modèle en lui demandant, bah, tiens, donne-moi les catégories, et puis plutôt que de le faire dans chaque pays, je pourrais demander pour un pays spécifique, etc. Donc ça, c'est l'aspect consommation de Q&A. Donc l'interface avec laquelle les utilisateurs vont pouvoir récupérer. Alors, ça a l'air évidemment assez fabuleux, mais il y a un travail quand même à faire derrière, ça ne se fait pas comme par magie malheureusement, donc il va falloir un petit peu travailler pour ne pas générer trop de frustration chez nos utilisateurs
et le fait qu'ils reviennent quand même vers vous pour vous faire des rapports génériques à l'appel. Donc pour ça, je vais retourner dans mes slides. Je voudrais juste poser une petite question. Je ne sais pas, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Bon, tant pis, je vais continuer. Si, c'est juste par rapport au temps, en fait. Tu as 20 minutes encore. J'ai encore 20 minutes. Alors c'est parfait. Très bien. Concrètement, comment est-ce que ceci a été rendu possible? La première étape qu'il va falloir faire, c'est créer des modèles de données. Et ces modèles de données, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans les classeurs Power Pivot que l'on crée en Excel. Et ça, je pense que maintenant, ça fait déjà un petit moment, si mes souvenirs sont exacts, Power Pivot était arrivé en 2010. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on est familier avec Power Pivot. Bien sûr, plein de choses se sont ajoutées. Et je vais vous montrer que c'est le moment de la modélisation qui va être la clé pour présenter ensuite à l'utilisateur des modèles qui peuvent être interrogés. On verra ensuite comment on va partager ça. Donc, on va le publier sur le site Power BI. On va l'activer pour Q&A. Poser des questions et trouver des réponses, ben on l'a fait. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre, mais je voulais commencer par bien montrer la fonctionnalité. Et comment est-ce que ce Q&A s'adapte à Power BI? Eh bien, justement, cette réponse va venir dans le modèle de données. Donc, je vais vous proposer d'aller jeter un œil dans la partie Power Pivot du modèle. Donc, pour rappel, quand je suis dans Excel, je peux aller chercher des sources de données diverses et de façon très puissante maintenant grâce à Power Query. Et je vais pouvoir créer là un modèle qui va servir ensuite à être exploité dans des rapports que j'aurai éventuellement préparés. Dans ce modèle, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toute une série d'enrichissements et de bonnes pratiques qui vont permettre au moteur Q&A de pouvoir comprendre ce que l'utilisateur lui demande. Alors, c'est ce que j'appelle l'affûtage du modèle de données, hein, ce qu'on peut traduire par du fine-tuning, comme Jean-Pierre le disait. Donc, l'affûtage du modèle de données, ça va se baser sur quoi? Ben, on va le passer en revue immédiatement dans une petite démo. On va parler de synonymes, on va parler des catégories de données, on va parler des relations, des jeux de champ par défaut, du fait de masquer ou pas des colonnes, etc. Donc, toute une série de peaufinage qui va nous permettre d'avoir effectivement ce modèle de données qui fonctionne. Alors, pour ça, je vais me rendre dans Excel. Et à dessein, vous voyez ici, je n'ai pas mis de rapport dans ce classeur Excel. Donc, quand je le publie dans Power BI, il ne contient même pas de rapport. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour bien montrer que Q&A fait ses rapports tout seul et qu'il ne s'appuie pas sur des présentations qui seraient déjà présentes dans le classeur. La seule chose sur laquelle il va s'appuyer, c'est sur votre modèle de données. Alors, je vais revenir en mode classique pour commencer. Donc, je vais juste fermer ceci. Voilà. Donc ici, j'ai le modèle de données avec lequel je travaille. Alors c'est un modèle de données qui est assez simple puisque j'ai une série d'aliments, comme vous avez pu le voir dans mes interrogations. J'ai des tables qui contiennent des dessins mais avec lesquels je ne joue pas ici dans la présentation. J'ai une notion de consommation. Donc voilà, les aliments qui sont présents dans la première table ont été consommés à un moment donné avec une certaine quantité qui a été servie, qui a été donc consommée, un certain nombre de personnes et avec des quantités qui ont été laissées pour compte, si je puis dire. Donc typiquement, ceci, pour les gens qui sont familiers avec l'univers du décisionnel, on est typiquement dans une table de faits avec des colonnes qui contiennent des mesures. Et puis, j'ai encore une table de fournisseurs, où je vais trouver le nom du fournisseur, le nom
l'emplacement où il se trouve. Et puis, bah, moi, j'ai toujours une petite table avec toutes mes dates parce que ce sont des habitudes ancestrales, si on peut dire, dans la modélisation en business intelligence. Alors, si je me mets en mode diagramme, tout simplement, la toute première chose qu'il va falloir faire, alors ça va vous sembler complètement trivial, mais la première chose qu'il faut faire pour que Q&A fonctionne, bah, c'est créer des relations entre vos tables et des relations qui soient correctes. Jusque-là, c'est rien de méchant. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est épurer votre modèle en cachant de vos outils clients toutes les colonnes qui ne seraient pas directement utiles. Le but, c'est d'éviter du bruit et donc d'aider notre moteur Q&A pour travailler. Après ça, ce qui va être important aussi, c'est de bien choisir le type de données. Alors, je vais vous proposer d'aller dans l'onglet « Avancé », parce que dans l'onglet « Avancé », excusez-moi, je vais pouvoir aller encore un petit peu plus loin au niveau de l'affinage, si je puis dire, puisque je vais pouvoir définir ici un jeu de champs par défaut, en disant, ben voilà, quand je vais visualiser les informations de cette table, bah, typiquement, ce que j'aimerais, c'est que tu utilises type, catégorie, couleur, la colonne comment c'est servi et le nom. Voilà. Donc, je donne déjà aux outils une indication de ce sur quoi ils doivent se concentrer. Alors, à côté de ça, autre chose qui est tout à fait intéressant aussi, c'est le comportement de la table. Je vais lui donner plus d'informations, voilà. Dans ma table, ben, le row identifier, c'est l'item ID, qui est unique. Par contre, l'étiquette que je souhaite que tu utilises, c'est surtout pas item ID, parce que ça n'a pas du tout de valeur business. Je voudrais que tu utilises le nom. Donc, ceci va être aussi une information tout à fait importante pour que Q&A puisse correctement interpréter le modèle avec lequel on travaille. Autre chose aussi, ce sont les catégories de données avec lesquelles on se trouve. Si je me place par exemple sur cette colonne qui représente une ville, eh bien, vous voyez ici que j'ai data catégorie qui va me permettre de définir qu'effectivement, il s'agit d'une ville. Alors, ça va l'aider pourquoi? Ben, ça va l'aider pour générer des rapports de géolocalisation. Et on voit qu'on a ici dans data catégorie toute une série de catégories prédéfinies de type géographique, de type image, de type produit, par exemple. Et là, il n'y a pas grand-chose. Organisation. Dans géographie, on va trouver des tas de choses, hein, la notion d'adresse, de continent, etc. Et ça va même plus loin, puisqu'il est capable lui-même de détecter le data catégorie. Donc on voit ici, par exemple, pour le country, il me suggère qu'il s'agit effectivement d'une notion de pays. Il l'a bien détecté tout seul. Après, parfois, il faut un petit peu l'aider. Alors, essayons de ne rien oublier dans notre modélisation. Il y a encore d'autres conseils. Le modèle ici ne souffre pas de ces défauts-là, mais on va conseiller d'observer les règles et les bonnes pratiques en termes de modèle, à savoir que, par exemple, si vous avez des colonnes avec des ID, il ne faut pas qu'ils s'amusent à croire qu'ils doivent faire des opérations dessus. Donc, alors Serge, je sais que tu es en ligne, ne m'envoie pas de mail maintenant, ça apparaît à l'écran, merci. Donc, on va lui demander de ne pas générer de totaux sur des colonnes qui contiennent des ID, par exemple. On peut lui dire de faire ça. Autre chose aussi, si on se retrouve avec des colonnes qui contiennent plusieurs valeurs, ben, on va essayer de refaire ça proprement dans des colonnes qu'on aura splittées. Donc, tout ça, c'est du travail, mais normalement, c'est pas un grand problème parce qu'on a l'habitude déjà de modéliser proprement les choses. Alors, à côté de ça, il y a quand même une notion qui vient, qui est un petit peu plus, qui va un petit peu plus loin que les bonnes pratiques de modélisation. C'est la notion de synonyme. Alors, je vais me remettre, peu importe le mode dans lequel on est, mais j'aime bien être en mode
diagramme. Alors, la notion de synonyme, c'est le fait de dire, ben voilà, peut-être que tel service utilise tel mot pour désigner quelque chose et tel autre service va utiliser un autre mot. La sémantique est toujours un grand cheval de bataille dans les sociétés, surtout si elles sont grandes. Et donc, on a la possibilité d'aller définir des synonymes dans nos différentes tables. Donc, lui, il est capable de générer le premier item ici, et puis après, on peut s'amuser à changer et ajouter d'autres choses et de voir si effectivement il va pouvoir les exploiter quand on va poser nos questions. Donc c'est vraiment ici qu'on va pouvoir faire un enrichissement. Donc vous voyez la notion d'aliment, food, nourriture, le type, la sorte, etc. Voilà, donc il y a moyen de faire toute une série de choses. Voilà, donc voilà pour ce que nous avons actuellement la possibilité de faire au niveau du modèle de données. Une recommandation qui est faite aussi, ici les synonymes que je vous ai montrés sont des synonymes qui sont faits au niveau des noms de colonnes. Maintenant, au niveau des données qui sont contenues dans les tables, si vous souhaitez également enrichir les mots qui s'y trouvent, là, vous devrez créer des tables supplémentaires dans lesquelles vous ferez correspondre les valeurs. Et ça lui permettra aussi de se dire que, tiens, je ne sais pas, un espresso, un café sont la même chose. Pourquoi pas? Alors, une fois que notre modèle de données a été parfaitement peaufiné, qu'on pense qu'il est prêt à être exploité au mieux par Q&A, on va le publier. Alors, concrètement, un classeur de ce type, quand on le publie, la première opération qu'on va faire, c'est qu'on va le sauver, et quand on le sauve, on est connecté voilà, on est connecté dans la librairie Office 365 du site Power BI avec lequel on travaille. Mais pour pouvoir utiliser Q&A, ça va aller un petit peu plus loin. Donc, je vais revenir ici. Je vais revenir voilà, sur mon site de départ. Et en fait, quand je suis sur un des documents qui a été ajouté, vous voyez que j'ai chaque fois 3 petits points qui sont présents. Et quand je clique dessus, j'ai tout un menu qui apparaît. Et dans ce menu, j'ai cette notion de Q&A. Donc ici, je vois des modèles où il me propose de les enlever de Q&A. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà été pris en charge et qui sont interrogeables via Q&A. Mon modèle ici également. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans Q&A. Et donc, c'est le fait de dire ajoutons-les qui va les rendre ensuite interrogeables et interprétables par notre outil ici de questions et de réponses. Alors, il y a aussi une notion que moi j'appelle les questions à la une ou les rapports à la une. C'est que fatalement, il y a des rapports ou des questions qui sont plus pertinentes dans le contexte de l'entreprise ou qu'on aimerait mettre en avant ou simplement qui sont posées le plus souvent. Et donc, on va avoir la possibilité de créer, si on le souhaite, une question. Donc, moi, je traduis ça, question à la une, ici. Donc, quand je suis sur le site, je vais mettre ma question. Donc, je vais lui dire, par exemple, quand
Alors pour l'instant, il ne trouve pas de réponse, hein, mais ça va bientôt aller mieux. Ah, il me dit déjà qu'il commence à trouver une réponse. Con beverage. Voilà. Oh, je vais plutôt lui dire. Voilà, ce sera ma question. Je vais lui demander de l'afficher sur le site et je vais pouvoir y ajouter une image si je le souhaite. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite aller chercher le lien d'une petite image de nourriture belge, bien sûr. Alors, les frites, c'est un peu trivial. Je préfère prendre les gaufres. Voilà. Et normalement, vous voyez ici mon nouveau rapport qui a été mis à une, si je puis dire, qui est donc présenté de façon assez agréable. Et voilà ici le résultat qui en a été fait. Et à partir duquel la personne, de nouveau, pourrait commencer à travailler, si elle le souhaite, à mettre des filtres, à dire, bah non, tout compte fait, il n'y a que les fruits qui m'intéressent et je veux plutôt voir ça sous forme de carte, etc., etc. Donc, on est revenu maintenant dans la consommation de ce modèle de données. Alors, encore une notion qui est sous-jacente, mais sur laquelle on n'a encore aucune prise, qui jusqu'à présent était encore relativement confidentielle. On ne pouvait pas vraiment en parler, mais il y a des posts qui sont sortis sur le blog MSDN. C'est la notion de phrasing. Alors, la notion de phrasing, ça va être la possibilité de décrire les relations entre les choses dans notre modèle de données. Alors, je ne sais pas si pendant vos études, on vous a un peu embêté avec les schémas entité-association. Ça va un peu tenir de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'aller plus loin dans la description du modèle en travaillant sur les notions de substantif, quelles sont les choses, hein, donc un aliment, une personne. On va travailler très fort aussi sur tout ce qui est les verbes. Un aliment est consommé, hein, est fourni par un producteur. On va aussi travailler sur les adjectifs. Le plus, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ce phrasing se fait de façon sous-jacente, en mode automatique, quand le modèle est bien conçu et qu'il utilise des noms de table et des concepts qui sont relativement communs, donc une description produit, d'achat, etc. On aura aussi la possibilité de le décrire manuellement, mais ce n'est pas encore disponible actuellement. Voilà, alors je me rends compte que c'est un comble, j'ai complètement oublié de faire un slide questions et réponses, alors que c'est un peu l'objet de cette session. Donc je suis maintenant tout oui pour vos questions éventuelles. Pas de questions? Soit.
Très bien. J'ai oublié de préciser quand même que Q&A ne pourra jamais vous donner votre horoscope, à moins qu'il y a peut-être un projet de modèle à créer, Jean-Pierre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est pas, je pense pas que ce soit disponible sur on-prem, non. Et je ne sais pas, je ne sais pas trop quelles vont être les intentions de ce côté-là. Oui, tu as déjà jeté l'éponge, Serge, concernant le monde on-prem? Parfait. Arrêter le mode présentation. Alors, Oui, et bien merci Isabelle pour cette belle présentation. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient là.